Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Frédéric Munier, j'enseigne la géopolitique au lycée Saint-Louis à Paris, ainsi qu'à Schema Business School. Et dans cette vidéo, j'aimerais traiter avec vous 3 types de plans et 3 plans possibles sur des sujets de dissertation, afin de ne pas rester en quelque sorte dans le spéculatif, mais vous donner du concret. Afin de ne pas rester dans l'abstraction, je vais vous présenter successivement 3 types de plans. Le plan dialectique, le plan analytique et le plan thématique. Mais une chose extrêmement importante à comprendre, c'est que ces 3 types de plans répondent tout simplement à 3 formes de sujets. Un plan, c'est un petit peu comme une prise au karaté ou au judo. Vous imaginez que le sujet qui vous tombe dessus est votre adversaire. Le bon plan, c'est le plan qui vous permet de maîtriser l'adversaire, c'est-à-dire de répondre au sujet avec clarté, élégance, perspicacité, efficacité. Le plan que vous allez adopter dépend très largement de la forme du sujet. De même que si on vous attaque d'un côté ou de l'autre, vous n'allez pas répondre. De même que si la balle arrive à droite, vous ferez plutôt un coup droit au tennis. Si elle arrive à gauche, vous ferez plutôt un revers. De la forme du sujet va dépendre le type de plan. Et c'est très simple. Si on vous demande « viendras-tu avec un parapluie demain ?», vous répondrez « la forme de la question va impliquer la forme de la réponse, oui ou non ». Je viendrai ou pas, avec un parapluie ou pas. La question posée, donc, vous dicte une grande partie de la forme de la réponse. Pas de la réponse elle-même, mais de la forme de la réponse, c'est-à-dire du plan, de la démarche. Alors, pour aller à l'essentiel, parce que je crois que vous avez besoin de trucs, de tips en quelque sorte, ensuite vous allez trouver votre style, n'est-ce pas? Je crois que tous les joueurs de tennis au monde, tous les joueurs de foot ont appris un certain nombre de gestes élémentaires, et puis les grands joueurs se sont appropriés ces gestes jusqu'à en faire parfois des œuvres d'art. Il y a 3 grands types de sujets de base. Le sujet à point d'interrogation. Par exemple, oral d'HEC, Roosevelt était-il un charlatan? Alors sur ce type de sujet interrogatif, on va bâtir un plan dialectique, un plan qui va discuter l'interrogation en sous-pesant, à savoir si Roosevelt est un charlatan ou pas un charlatan. Une petite incise d'ailleurs, il faut que j'applique évidemment ce que je vous ai dit précédemment, sur les termes du sujet, l'analyse de sujet. Si j'ai Franklin Delano Roosevelt, virgule, un charlatan, point d'interrogation, Franklin Delano Roosevelt nous indique une notion, c'est le personnage, c'est donc l'acteur, c'est le sujet, littéralement. Charlatan ici est apposé, il y a une virgule et un point d'interrogation. Si je faisais des mathématiques, on aurait quelque chose comme A est-il équivalent à B? C'est-à-dire, peut-on dire de Roosevelt qu'il est un charlatan? Quant à la période, évidemment, c'est la période où il est au pouvoir. On n'a pas parlé de Franklin Delano Roosevelt lorsqu'il était avocat, bien sûr. Et donc, il s'agit de savoir si, entre 1932, au moment de la campagne électorale, puis son décès en 1945, l'homme a été un charlatan. Dans l'introduction, il faudra donc que je définisse ce qu'est un charlatan. Un charlatan, vous savez, c'est un marchand qui vous propose une potion miracle pour vous guérir. On comprend ici l'allusion qui est faite. Est-ce que le New Deal, au fond, est une potion miracle qu'il aurait vendu, une potion qui n'aurait pas été efficace, ou pas? Je reviens maintenant à la forme. Comme le sujet est interrogatif, eh bien le plan sera dialectique. Alors attention. Écoutez-moi tous attentivement. Le pire plan dialectique à faire, en géopolitique, c'est un thèse, antithèse, synthèse. On n'est pas en philosophie, et en géopolitique, il est très difficile de faire une thèse, de soutenir la thèse. Oui, Roosevelt est un charlatan. Ensuite, 2, de dire on va nuancer, mais finalement on va dire qu'il n'en est pas un, et là on se heurte au fait qu'on ne peut pas aller dans le grand 3, car on heurte le principe de non-contradiction. Impossible. On ne peut pas dire en même temps que Roosevelt est un charlatan, et grand 2 qu'il faut nuancer qu'il ne l'est pas. Si vous faites ça, vous vous mélangez les jambes, et vous allez tomber par terre dans le grand 3. Le correcteur n'aura rien à faire, en quelque sorte, vous allez vous auto-contredire, tout simplement. Alors, quel type de plan peut-on faire si on ne fait pas ce plan dialectique qu'on entend parfois en philosophie, thèse, antithèse, synthèse? Je vous rappelle d'ailleurs au passage, et c'est pas pour rien que Sartre l'appelait souvent thèse, antithèse, foutaise, parce qu'on n'arrive pas à grand-chose avec ça, en tout cas dans ma discipline. Par exemple, un plan dialectique de ce type-là, un oui, mais, donc. Oui, par certains aspects, Franklin Delano Roosevelt peut être qualifié de charlatan, mais, à la différence du charlatan, Roosevelt a impulsé de véritables réformes extrêmement profondes. Les New Deal, grand 2, et puis, grand 3, bien le donc, oui, mais donc, pour répondre à la question, Roosevelt, loin d'être un charlatan, a été finalement un réformateur profond du modèle américain. Profond parce qu'avec lui, on est passé, dans le grand 3, on va expliquer ça, du small government, un petit État à Washington libéral, au big government, avec des taux d'imposition importants, avec une intervention de l'État dans l'économie. On est passé avec lui de l'isolationnisme traditionnel à l'interventionnisme, bien sûr. Donc finalement, ce plan, le oui mais donc, permet vraiment de bien répondre à la question. Imaginons maintenant que vous avez un sujet sur la France, virgule, un pays en déclin, ou une puissance en déclin, point d'interrogation. On peut imaginer un non mais donc.
Non, à bien des égards, la France reste une grande puissance du fait de, ABC. Mais il est vrai qu'elle connaît aujourd'hui un certain nombre de difficultés ou de défis qui sont de tel ordre, ABC du grand E. Et si bien que, eh bien, aujourd'hui, les hommes politiques, pour faire face à ces défis, les présidents, cherchent à maintenir la France dans le groupe des grandes puissances, au moins des grandes puissances moyennes. Par telle politique. Non, mais donc. Oui, mais donc. On peut même imaginer des choses lorsque le sujet est... La réponse à la question est manifestement oui, de faire un oui, oui, mais. Oui, pour telle raison, et d'ailleurs, grand 2, pour telle raison, même si, mais, grand 3. Ou un non, non, mais. En tout cas, jamais de thèse, antithèse, synthèse, et toujours privilégier une approche plus fine qui ne nie pas le sujet après l'avoir défendu. Tout simplement pour éviter l'autocontradiction. J'ai commencé par le plan interrogatif parce que, aux écrits des grandes écoles, c'est le type d'intitulé en fait le moins fréquent. On le trouve beaucoup plus fréquemment à l'oral d'HEC, parce qu'à l'oral d'HEC, pour vous faciliter les choses, en quelque sorte, il vous donne la question, il vous pose la question. Et en vous posant la question, ils impliquent la forme de réponse. Imaginez d'ailleurs, c'est très simple, hein, dans la vie courante, si on vous dit « viendras-tu demain avec ta caméra ?», la forme de la question dicte la forme de la réponse. Oui ou non, je viendrai ou pas demain avec ma caméra ou sans ma caméra. La question posée implique la réponse. Roosevelt est-il un charlatan? La question posée va impliquer, en quelque sorte, le type de réponse. Mais je vous le redis, les sujets à point d'interrogation ne sont pas les plus fréquents aux écrits. Aux écrits, on trouve plutôt des sujets qui n'ont pas de point d'interrogation. Et dans ce cas-là, il me reste, je vous ai dit qu'il y avait 3 types de plans possibles, il me reste 2 grands types de plans. Alors prenons par exemple un sujet qui est tombé il y a quelques années à l'ESCP, qui s'appelait « Influence et ingérence étrangère dans les pays du Proche et du Moyen-Orient ». Il n'y a pas de point d'interrogation, évidemment, je ne vais pas faire un « oui, influence et ingérence », un « mais », ça ne marchera pas. Ici par exemple, je vais le déplier, je vais vous proposer donc le deuxième grand type de plan, après le plan dialectique, qui est ici un plan analytique. Avant de le développer, je vais revenir sur les termes du sujet, mais le plan analytique, pour aller à l'essentiel, c'est un comment, pourquoi, jusqu'où. Comment ça se passe? Vous allez illustrer la thèse. Qu'est-ce qui se passe? Grand 1. Grand 2, pourquoi? Quels sont les facteurs de ce phénomène? Et puis, jusqu'où? Quelles en sont les conséquences? Les limites. Alors ça, c'est la forme abstraite. Comment, pourquoi, jusqu'où. On peut parfois inverser d'ailleurs. Et pourquoi, comment, jusqu'où. Souvent, c'est comment, pourquoi, jusqu'où. C'est sa forme la plus abstraite. J'ai un énoncé, d'ailleurs ce plan fonctionne très souvent. Mais il faut bien l'appliquer maintenant à l'énoncé. Identifions d'abord les notions. Influence est une notion. Ingérence est une notion. Ensuite, j'ai l'espace. Étrangère, c'est l'espace. Oh, et dans les pays du Proche Moyen-Orient, c'est un autre espace. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher à qualifier des phénomènes politique et géopolitique, influence et ingérence, fait par un espace 1, les pays étrangers, dans l'espace 2 et central, que sont les pays du Proche et du Moyen-Orient. L'énoncé, comme très souvent, ne donne pas la période. Alors, la question à se poser est la suivante. À partir de quand, dans mon programme, ce sujet a-t-il du sens? Ici, c'est très simple, c'est depuis le début du programme, puisque depuis le début du XXe siècle, il y a des incursions étrangères dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. On pense par exemple au Royaume-Uni, en Iran, au début du XXe, qui font d'ailleurs l'Anglo-Persienne Compagnie, etc., etc. Donc ici, j'ai bien notion, influence, ingérence, 2 espaces dans lesquels il y a immixtion, l'espace étranger au Proche et au Moyen-Orient et l'espace du Moyen-Orient, et la période c'est le XXe siècle. Il va falloir donc que je constitue un plan analytique, comment, pourquoi, jusqu'où, à partir de ces termes. Entre parenthèses, influence et ingérence, ça revient influence à dire soft power et ingérence hard power. Au fond, si je devais reprendre en quelque sorte ce sujet, le traduire dans des termes très géopos, hard power et soft power exercés par des pays hors zone, dans la zone du Proche et du Moyen-Orient. Il faut bien voir ce couple. Influence et ingérence, c'est soft et hard power. Appliquons maintenant le type de plan dont je vous parlais, un plan analytique à cet énoncé. Eh bien, par exemple, on peut commencer par le comment et expliquer dans un grand 1 qu'il y a des influences et des ingérences étrangères qui sont multiformes dans cet espace. Le comment, c'est qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, il y a des influences, des ingérences étrangères multiformes. Dans le grand 2, on va en voir les facteurs pour expliquer comment il se fait qu'il y a autant d'influences et d'ingérences étrangères. Il n'y a pas de débarquement de pays africains en Europe. Et l'Europe n'a pas été colonisée. Les pays étrangers à l'Europe ne sont pas venus chez nous exploiter nos ressources. Or, quand vous contemplez le Proche et le Moyen-Orient, c'est un élément de paradoxe justement dans l'introduction, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une multiplicité d'influences et d'ingérences étrangères. Et autre paradoxe, elles sont souvent faites pour stabiliser les choses, or, elles aboutissent en général au contraire. Oui, c'est pas faux. Un exemple frappant,
L'intervention américaine en 2003 avait pour but de faire tomber Saddam Hussein, et elle y est parvenue, mais elle avait pour but de créer un pays stable, l'Irak, pro-américain, à partir duquel d'ailleurs devaient s'étendre des révolutions de type démocratique. C'est absolument pas ce qui s'est passé. 20 ans plus tard, le bilan est sombre. L'Irak est un failed state, dans lequel il y a des actes terroristes, les États-Unis sont détestés. Ici, l'ingérence américaine a produit rigoureusement l'inverse de ce qu'elle devait produire. On se trouve ici devant les paradoxes de la stratégie qu'Edouard Luttwak souligne dans son livre. Si je reprends maintenant le grand 1, le comment, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, eh bien, je vais faire une typologie dans ce grand 1. Je vais montrer par exemple que les influences et ingérences étrangères sont de plusieurs types depuis le début de la période. Et A, B, C, les trois sous-parties de mon grand 1, eh bien, vont être construits comme une typologie. Par exemple, je vais montrer que les influences ont pu être à la fois dures, hard power, et durables, le joug colonial, comme vous le voyez. Je vais pouvoir montrer en B que l'ingérence a pu être dure, mais moins durable. Les interventions militaires, c'est du hard power, mais elles ne durent pas 10, 20, 30 ans comme la colonisation. Et puis enfin, je vais pouvoir montrer que l'action des pays étrangers en Proche et au Moyen-Orient a pu être soft et durable ou pas durable. Par exemple, c'est l'influence. C'est très simple, je montre à mon correcteur, sur un sujet comme influence et ingérence étrangères dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, je vais d'abord illustrer en grand 1 qu'effectivement, comment ça s'est passé. Ben, ça s'est passé de plusieurs manières. Soit par le joug colonial, long et hard, grand A, soit grand B par des interventions militaires, c'est court et hard, soit grand C par du soft, qui est une influence diffuse qui peut être plus ou moins longue. Alors c'est clair, hein? Est-ce que c'est bien clair? Et ainsi, j'ai distingué. N'oubliez pas, l'intelligence est l'art de la distinction. Dans ce 1, ce qui est frappant, c'est la récurrence donc de ces interventions, directes, indirectes ou de l'influence. Eh bien le 2, le grand 2, le pourquoi, va expliquer pourquoi il y a autant d'interventions directes, indirectes, hard, soft dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Et ici, comme vous allez le voir, on peut mettre en avant plusieurs types de facteurs. C'est que par exemple, les pays du Proche et du Moyen-Orient sont très fragiles. S'il n'y a pas d'intervention du Moyen-Orient en Europe, c'est parce que nos pays sont très puissants. Ces pays sont fragiles, c'est un premier facteur, bien sûr. Le facteur clé, grand B du grand 2, on est au milieu de la dissertation, il y a 4 sous-parties au-dessus, 4 sous-parties au-dessus, le grand B du grand 2, c'est le cœur du propos. Le cœur du propos, c'est que s'il y a autant d'influence et d'ingérence étrangère, c'est lié aux hydrocarbures, bien sûr, qui sont un butin pour les pays étrangers à la zone. N'oubliez pas, ces pays sont largement producteurs, 47% du pétrole mondial se trouve au Proche et au Moyen-Orient, largement producteurs, peu consommateurs, donc largement exportateurs. C'est ce qui alimente la croissance de nos pays, des PDEM. Je fais un troisième facteur, après le fait que cette zone est parcourue de tensions et assez fragilisée, A, que cette zone également est une zone riche en hydrocarbures, B, il y a un facteur plus récent qui explique un certain nombre d'interventions, eh bien, c'est les facteurs liés au terrorisme, par exemple. 3 facteurs, 3 pourquoi il y a autant d'influence et d'ingérence. Je peux donc aborder la troisième partie, après le comment, après le pourquoi, qui est le jusqu'où. Quelles conséquences? Et ici, le grand 3, comme vous le voyez, s'intitule « En atteignant rarement leurs objectifs ». Ce 3 montre que s'il y a récurrence, influence, ingérence liée à un certain nombre de facteurs, eh bien, les objectifs ne sont pas atteints. Ici, on va montrer par exemple que l'influence occidentale, la présence, finalement, aura été absolument permanente depuis le début du XXe siècle, et que le rapport entre cette région et le reste du monde reste ambigu, inchangé, et qu'à bien des égards, finalement, les influences et les ingérences étrangères se traduisent par des échecs. Un rejet d'ailleurs puissant des pays occidentaux, quand vous y songez, des situations de guerre ou de tension qui restent endémiques. Le Moyen-Orient étant peut-être avec l'Asie l'autre zone la plus chaude du globe. Vous voyez donc le plan, je finis là-dessus, le plan analytique est extrêmement puissant puisqu'il permet de décomposer les problèmes avec leurs manifestations, leurs facteurs et leurs conséquences ou leurs limites. C'est un plan qui peut s'adapter d'ailleurs à la plupart des énoncés, avec plus ou moins de bonheur. Mais c'est un plan, si on compare ça avec des prises de judo, extrêmement puissant pour retourner des sujets difficiles à traiter, en tout cas en apparence. Après le plan dialectique qui répond à une question, après le plan analytique qui répond à un sujet sec en quelque sorte, un deuxième type de plan qui sera mon troisième, qui peut répondre à un sujet sec, eh bien c'est le plan thématique. Alors il est très difficile de vous dire sur un sujet sans point d'interrogation si on va utiliser un analytique, un comment, pourquoi, jusqu'où, un plan thématique, donc par grand thème. C'est à vous en fait dans la réflexion sur le sujet, d'essayer de voir au fond ce qui va vous permettre de construire le plus facilement une argumentation. Pour ne pas rester dans l'abstrait, surtout sur le thématique, parce que le plan dialectique, oui mais donc, non mais donc, je peux vous énoncer quelques mots, le plan analytique, comment, pourquoi, jusqu'où, je vous ai annoncé un programme, mais sur le plan thématique, c'est très difficile puisque chaque partie va traiter un thème, un angle
d'attaque du sujet. Alors, on y va? Alors ici, c'est un sujet qui n'est pas tombé à l'oral, qui n'est pas tombé aux écrits. C'est un sujet qui m'est arrivé de donner en classe prépa. Les ressources naturelles, un enjeu majeur à l'âge de la mondialisation. Comme dans les deux autres cas, avant de passer au plan, analysons quand même rapidement les ressources naturelles. C'était naturel vient ici distinguer les ressources, celles-ci, des ressources humaines. Donc on va être sur les ressources naturelles. Les ressources naturelles, c'est évidemment les ressources du sol, l'élevage des animaux, la viande, l'agriculture, l'eau qui affleure, les ressources du sous-sol, les minerais, les hydrocarbures ou les nappes aquifères par exemple. Ces ressources sont renouvelables, non renouvelables. D'accord. Un enjeu majeur. Enjeu, en un seul mot, en fait, signifie enjeu, en deux mots. Ce qui est enjeu, c'est ce que on peut gagner ou perdre. Quand quelque chose est un enjeu, ça veut dire que si je l'ai, eh bien l'autre ne l'a pas. Et du côté des ressources, évidemment, si vous avez une mine de diamants et qu'elle est à vous et que vous l'utilisez pour vous, eh bien c'est autant de diamants que n'ont pas les autres. Majeur, facile, à l'âge de la mondialisation, vous avez ici non seulement la période, on va démarrer dans les années 80, et on va falloir expliquer pourquoi, mais également l'espace. On est ici à l'échelle globale. Dans l'introduction, on ne pourra pas définir les mots, parfois on lit des copies où les mots sont définis à la tronçonneuse, en quelque sorte. Alors les ressources naturelles, c'est ça, hein, on appelle en jeu quelque chose qui est en jeu, qu'on peut gagner ou perdre. Puis l'âge de la mondialisation, ça démarre dans les années 80, et en général, la phrase après, c'est « alors, on peut se demander, qu'est-ce que font les ressources comme enjeu à l'âge de la mondialisation ?» Ça marche pas du tout. Ce que tu dis n'a aucun sens. L'analyse du sujet en introduction doit donner l'intelligibilité du sujet. Par exemple ici, l'intelligibilité, c'est que jusqu'à la mondialisation, songez qu'elle démarre dans les années 80, la mondialisation, qu'au fond les gens n'avaient pas beaucoup lu encore le rapport Meadows, mais jusqu'au début de la mondialisation, on imaginait au fond les ressources naturelles comme quelque chose de quasi infime. Or depuis l'entrée en mondialisation, la mondialisation a permis l'émergence de pans entiers de la planète, elle a permis une intensification des échanges, et tout ce que l'on échange, même les services, ont besoin de ressources naturelles. L'un des paradoxes d'ailleurs de notre temps, ce sera un paradoxe d'ailleurs de l'introduction, c'est que notre économie qu'on imagine, intangible, une économie finalement très abstraite, les réseaux, le métavers, en réalité repose en totalité sur des ressources naturelles. Du coltan, du cuivre, du manganèse, de l'acier, du fer. On n'a jamais consommé autant de charbon qu'aujourd'hui. On consomme plus de charbon aujourd'hui qu'au pic de la première révolution industrielle. Le Royaume-Uni de 2022-2021 a consommé plus de bois que le Royaume-Uni de l'avant-révolution industrielle qui pourtant n'utilisait que du bois. Parce qu'il y a une usine à bois au Royaume-Uni à elle seule, l'usine à bois actuelle qui fabrique des copeaux pour du chauffage, consomme plus de bois que la totalité du Royaume-Uni avant la révolution industrielle. Donc, ce qui est frappant, c'est que nos économies, qu'on imagine encore une fois, des économies dématérialisées, sont en fait hyper matérialisées et elles reposent sur la consommation de matières premières. Une voiture électrique, c'est fantastique, mais dans une Tesla, il y a 15 kg de minéraux critiques. On sent bien combien aujourd'hui, plus qu'avant. C'est pour ça que le sujet est à l'âge de la mondialisation, comment la mondialisation a précipité le monde vers des formes de transition dans lesquelles les matières premières ne sont plus illimitées, ça on le sait, sont limitées et font donc l'objet de stratégies, d'appropriation, parfois de prédation, voire de guerre et de tension. C'est ça l'intérêt du sujet. Alors, venons-en au plan. Maintenant que je viens de décortiquer, je viens d'assembler, comme je vous le disais tout à l'heure, le sujet, les termes du sujet sur la table, eh bien, ici, on va adopter un plan thématique. Il est difficile sur ce type de sujet, quand on y réfléchit, de faire un comment, pourquoi, jusqu'où. On peut éventuellement, comment les matières premières, en quoi elles sont un enjeu, comment se fait-il qu'elles le soient plus aujourd'hui qu'hier, et puis dans un grand 3, jusqu'où ce serait finalement, à quoi ça aboutit, les tensions, de la coopération, des guerres, c'est possible. Mais il me semble ici que le plan thématique est plus efficace. Et comme vous allez le voir, je vous proposerai en grand 1, grand 2, grand 3, ces trois angles d'entrée différents, ces trois thèmes différents. En 1 d'abord, j'expliquerai que les ressources naturelles constituent d'abord un enjeu crucial à l'âge de la mondialisation. Thème 1, parce qu'elles sont un enjeu crucial. Grand 2, ces ressources sont l'enjeu de stratégies d'appropriation pacifique parfois, vous définissez une zone économique exclusive, et parfois beaucoup moins, des guerres. Et grand 3, c'est la grande question, elles font face aujourd'hui à un enjeu de durabilité. Donc au fond, je présente les ressources, je montre les stratégies d'appropriation, et je montre, troisième thème, que l'enjeu, le mur qui est devant nous, est un mur lié à la durabilité. Rentrons, si vous le voulez, en quelques instants dans les sous-parties. Si le squelette, c'est 1, 2, 3, si vous voulez, en quelque sorte, c'est la colonne vertébrale, eh bien, disons que les côtes, ce qui compose le reste, ce seront mes sous-parties. Si vous le voyez, dans le premier thème, je vais d'abord commencer par l'évidence. Le grand A, c'est que les ressources constituent la trame de nos économies. Trame parce que ces ressources sont énergétiques, minérales,
agricole. Sans elle, rien n'est possible. Et dans un monde de 8 milliards de personnes, on a besoin de davantage manger, de davantage d'énergie. Grand B, je vais montrer la deuxième chose dans ces ressources, qu'elles sont inégalement distribuées sur la planète. La carte des producteurs, quand vous réfléchissez aux hydrocarbures, est quasiment un négatif de la carte des consommateurs, à part peut-être les États-Unis aujourd'hui. Et puis enfin, c'est que la nouvelle économie, je vais dire que non seulement en A, elles font la trame de nos économies, et ça ne peut depuis toujours, c'est renouvelé un peu à l'âge de la mondialisation, que B sont inégalement distribuées, et que C, la nouvelle économie propre à la mondialisation, en fait, eh bien, repose sur des ressources minérales qui pourraient devenir l'or noir du XXIe siècle. L'or noir, c'était le pétrole. Et dans le monde qui vient, très probablement, les minéraux vont prendre l'importance du pétrole. Surtout si notre monde, on pourrait discuter, effectue la fameuse transition, un shift, c'est-à-dire un déplacement, au fond, des énergies, des hydrocarbures, vers de l'électricité. L'électricité nécessite des minerais. Donc le 1 pose parfaitement le décor. En 2, je vais montrer que si elles sont aussi importantes que cela, si l'enjeu est aussi crucial, eh bien ces ressources sont l'enjeu de stratégies d'appropriation, pacifiques ou pas, confinant parfois même à la guerre économique. D'abord, elles font l'enjeu d'appropriation, ces ressources, par les États. Les États signent des contrats, font du land grabbing. Les États, d'ailleurs, font du ocean grabbing, en quelque sorte. L'accord de Montego Bay, la convention de Montego Bay, permet aux États de s'approprier des pans de mer. C'est nouveau dans l'histoire. Jamais on n'a fait ça auparavant. En grand B, on dira aussi, et c'est aussi pacifique, que ces ressources, dans les stratégies d'appropriation, sont au cœur des échanges dans la mondialisation. La Chine et la Russie ont signé le plus grand contrat gazier de l'histoire, par exemple, en 2014. On est bien devant un enjeu d'appropriation, mais cette fois-ci complètement pacifique, qui passe par du contrat. Et puis, grand C, évidemment, ces ressources, elles sont également des enjeux de tension, de conflit et de guerre économique. Enfin, dans le 3, on aboutit à un troisième grand thème, qui est la question de la durabilité, où vous le voyez, eh bien, on détaillera successivement en A, la question de la raréfaction des ressources, question fondamentale aujourd'hui. Il nous reste 20, 30 ans de diamants, les ressources des minéraux critiques sont assez limitées aussi. Que B, il y a la question de l'écologie, l'exploitation des ressources aujourd'hui endommage une grande partie de l'écologie. Un seul exemple, en Chine, l'extraction des terres rares aujourd'hui a contribué, elle n'est pas le seul facteur, mais à la pollution de 60% des cours d'eau. Puis enfin, en grand C, le grand enjeu, qui est l'enjeu du développement, c'est-à-dire quel type de population ont accès aux ressources. L'accès à l'eau potable, par exemple, est compliqué dans un certain nombre de pays. Et cela appelle, ce sera la cerise sur le gâteau, la question de la gouvernance, dont on soulignera d'ailleurs qu'elle est très embryonnaire. L'accord de Paris appelle à une forme de gouvernance mondiale pour limiter la consommation énergétique et la dépense de CO2. Et 7 ans plus tard, on en est bien loin, hélas. Donc vous le voyez, le plan thématique permet de construire relativement facilement. Il est un petit peu moins démonstratif que le plan analytique, le comment, pourquoi, jusqu'où, mais il permet, lorsqu'on est en difficulté, de construire assez rapidement une réponse qui, du fait du miroitement thématique, permet de couvrir les principaux aspects du sujet. Ça me semble assez important. Je résume donc. 2 grands types de sujets, interrogatifs ou pas. Lorsque vous avez un sujet interrogatif, le plan dialectique est très adapté, mais surtout pas thèse, antithèse, synthèse. Lorsque le sujet n'est pas interrogatif, vous avez le choix entre 2 grands types de plans, le plan dit analytique, qui analyse le comment, le pourquoi, le jusqu'où, ou le plan thématique, au fond, qui éclate en quelque sorte le sujet en différentes pénétrantes qui permettent de le traiter en intégralité. Voilà les bons plans.